Marie Vastel, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. 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 Quand aucun des gros groupes n'a été capable d'aller se financer pour développer le tramway de Québec la semaine dernière et que la Ville a dit on va s'en occuper, une idée m'a traversé l'esprit. Je dis, il me semble qu'ils vont demander à la Caisse. Bingo, Alec, ils ont demandé à la Caisse. Donc, on rappelle la nouvelle qu'on vient d'entendre. Ce ne sera pas la Ville de Québec qui a été écartée. Bon, elle va être là, évidemment, comme joueur important, mais la Caisse a 6 mois pour refaire les devoirs, tous les devoirs et dire qu'est-ce que ça prend, tramway, forme de tramway, train léger, etc. Là. Donc, le bureau de Montréal du REM, ils vont ouvrir un bureau à Québec. Oui, c'est exactement ça. En fait, à Québec, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tant le montant qui suscitait des inquiétudes. Oui, c'est cher, 8,4 milliards de dollars, mais on se disait, si on est capable de l'amener à maturité avec ce montant-là, tant mieux. Mais on n'a pas confiance que la Ville de Québec est capable de faire ça. Manque d'expertise sur ce type de grand transport en commun-là. On n'a pas 100 confiance que le maire Marchand va être là au-delà de 2 ans non plus. Si la Ville s'en occupe et que le maire Marchand perd ses prochaines élections ou ne se représente pas et que c'est la Ville qui est le porteur du projet, comment ça va aller ensuite si c'est, par exemple, un maire opposé au tramway qui s'installe à l'hôtel de Ville? Donc, on voulait que ce soit une structure qui ne soit pas aussi politique qui s'en occupe. Et là, il y avait 2 options. Il y a la Caisse de dépôt, qui a de l'expérience à Montréal avec le REM, ou il y a la future agence de transport pour les transports collectifs, là, ce que Geneviève Guilbeault veut créer, donc diviser le ministère des Transports et qu'il y ait une agence spécifique pour les grands projets de transport collectif. Mais elle n'est pas prête, cette agence-là. Le projet de loi ne sera pas déposé avant le printemps. Or, dans 6 mois, ça donne le printemps. Alors, dépendamment de ce que la Caisse de dépôt arrive comme conclusion, est-ce qu'elle veut prendre le ballon? Est-ce qu'elle veut le redonner au gouvernement? On aura peut-être une agence à Québec pour appuyer la Caisse de dépôt ou prendre le relais éventuellement de ce projet-là pour pas que ce soit la Ville de Québec qui s'en occupe. Donc, je pense qu'on s'en va vers un projet qui va prendre un peu plus de temps à être ficelé. On repart un peu à la case départ, là, pas tout à fait parce que quand même les études d'achalandage sont faites, mais il faut rebrasser les cartes. Mais c'est surtout parce qu'on veut un autre porteur de ballon que la Ville du côté du gouvernement du Québec. Ça me semble assez clair. Et c'est ce qui déçoit le maire, d'ailleurs, qui aurait voulu être le porteur de ce projet-là. M. Marchand était très, très, très déçu. Il perd en quelque sorte le contrôle de tout ça. Mais Marie, est-ce que la Caisse n'a pas prouvé que, oui, il y a eu plein de critiques à plusieurs égards, mais on a vu des rails, puis on voit un train à Montréal. Le projet a débloqué malgré tout, Marie. Oui, c'est sûr. C'est peut-être juste malheureux qu'il y ait ce délai-là d'ajouter parce que je pense qu'il y a des gens qui sont impatients, notamment à Ottawa, de voir les choses débloquées. On nous répète sans cesse que Québec est la seule ou l'une des 2 seules villes du pays qui n'a pas de transport collectif structurant, qu'il y a eu des études, qu'on en parle depuis longtemps, qu'il est temps de le financer et de le lancer. Mais c'est peut-être pas très étonnant, effectivement, que le gouvernement préfère passer par la Caisse de dépôt que par la Ville de Québec pour toutes les raisons qu'Alec a évoquées. Ensuite, j'ai hâte de voir dans 6 mois quelle sera, cela dit, la conclusion du gouvernement, parce qu'à les entendre depuis quelques jours, québécois, je veux dire, parce qu'à les entendre depuis quelques jours, on semble quand même aussi, nonobstant le défi de confier ça seulement à la Ville de Québec, on les sent aussi quand même un peu frileux au projet en soi, en laissant... En plaidant qu'Ottawa s'est seulement engagé à financer 1 milliard de dollars quand le projet devait coûter la moitié du prix, alors qu'à Ottawa, on nous dit c'est pas vrai, il y a un fonds récurrent qui s'en vient, on leur a dit qu'ils pouvaient piger dedans. Je ne sais pas s'il y a aussi une tentative de se trouver une porte de sortie, là, selon ce qui sera conclu dans 6 mois. Qui sera déposée dans 6 mois. Christian, est-ce que Québec va avoir un jour un réseau de transport... Le mot à la mode, là, c'est structurant. Bien, c'est moins sûr maintenant que ce l'était hier. Je trouve que pour le maire Marchand, non seulement c'est décevant, mais c'est très humiliant. C'est un désaveu incroyable, en fait. Et ça rappelle ce qu'on disait dans mes vieux cours de droit constitutionnel. Les municipalités, ce sont des créatures des provinces. Hein? Elles ne font pas le poids par rapport au gouvernement du Québec. Peut-être que le maire Marchand aurait dû, se concerter plus tôt avec le gouvernement du Québec s'il voulait que son projet réussisse. Moi, je crois qu'il y a un doute à l'effet que ça va se réaliser, parce que c'est reporté, puis dans 6 mois, on ne sait pas ce que va être le rapport. Je permettrais d'attirer l'attention sur le fait que le maire, c'est un élu. La Caisse de dépôt, ce n'est pas des gens élus. Il n'y a pas d'imputabilité. Je comprends qu'on salue leur expertise technique, qu'on voit les rails maintenant. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la gifle incroyable
qui est infligée au maire du Québec par le gouvernement du Québec. Puis ça paraissait. Et quand on a posé tout à l'heure à Mme Guilbeault la question comment le maire a-t-il réagi, elle n'a pas été capable de répondre. Donc, il est très déçu. Et si on croit un peu à la démocratie, moi, ça me dérange un peu là, qu'on humilie, qu'on désavoue à ce point-là le maire de Québec. Très bien. Alors, voilà pour le dernière heure à Québec, tramway ou autre. Ah, j'ouvre quand même une petite parenthèse de rien. Ce matin ou hier matin? Hier matin, au caucus de la CAQ, qui est député de Beauce qui a dit, parce qu'on est dans les transports à Québec, tant qu'à être dans les transports, je vais fermer la boucle. Vous aimez beaucoup le troisième lien, Christian. Le député, est-ce qu'on peut entendre, c'est... est-ce que je vais le retrouver? C'est... Oui, M. Poulain, merci. Alors, on va écouter M. Poulain qui a dit... La question, c'est pas s'il y aura un pont, c'est quand on va l'annoncer. On écoute. Je pense que le troisième lien va se réaliser. L'important, c'est de proposer aux gens de Chaudière-Appalaches et de Québec une solution qui est crédible, avec un échéancier qui est précis. On va évidemment consulter, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts actuellement au gouvernement du Québec pour trouver le meilleur projet qui est effectivement le plus crédible. Parce qu'on l'avait comme oublié, mais il y a eu ce moment assez surréaliste où on a dit on va demander aux Québécois ce qu'ils veulent, puis on va revenir. Lui est convaincu, Poulain, Alec, rapidement, un tour de table rapide, que ça va se faire. Et M. Legault a rencontré récemment les élus de la région, là. Oui, puis je sais pas pour vous, là, mais ça ressemble pas mal à confier à la Caisse de dépôt l'étude de la grande région de Québec pour les transports. Tant qu'à faire un pont, je ferais passer un tramway dessus, moi. Je sais pas pour vous, là, mais j'ai comme l'impression qu'on retourne un peu à la planche à dessin et qu'on dit dans le fond... mais oui, et qu'on dit dans le fond à la Caisse, si vous pouviez nous dessiner quelque chose d'un peu cohérent pour tout ça, là, ça serait peut-être pratique. Ajouter un Alors, pont, ça se peut qu'on ait des surprises. train, ouais. Tout va bien, on règle la question. OK, Marie. Bien, on a un peu l'impression, on s'en était parlé quand le troisième lien a été ressuscité, là, le tramway qui est entre deux vies, c'est pas trop clair. On a un peu l'impression que le gouvernement de M. Legault essaie de gouverner en faisant plaisir à tout le monde, ou en tout cas en faisant plaisir à tout le moins aux élus de la région de Québec. Et ça donne l'impression de naviguer un peu à l'aveugle et dans ce problème de crédibilité qu'on lui a reproché pendant la partielle, après l'abandon du troisième lien et après le retour du troisième lien, j'ai l'impression qu'on s'enfonce dans une stratégie pour le moins peu payante, d'après moi. Bon, mais M. Legault vient de tweeter, on va le voir, la capitale nationale mérite un réseau digne. Le gouvernement du Québec va donner un mandat à la Caisse étudiante. Québec mérite un réseau de transport digne d'une grande capitale avec la photo de la rencontre avec le maire Marchand. Alors, Christian... Mais on parle du meilleur projet de transport structurant, sans dire qu'il voilà, le meilleur. C'est ce qu'il est. Le meilleur. Puis avec peut-être un pont, pourquoi pas, Christian? Bon, c'est clair que Québec mériterait ça, mais j'ai peur que les Québécois n'aient pas grand-chose, en fait. Parce que c'est comme si une polarisation politique très forte dans la région de Québec. C'était plus des gens de droite, de banlieue, qui voulaient le troisième lien, qui n'a pas l'air parti pour se réaliser à court terme, alors que le tramway, c'était plus le centre-ville de Québec, des gens qui étaient plus à gauche, qui votaient Québec solidaire. Donc, il me semble que ça a joué contre ces deux projets-là. Je trouve ça très triste, en fait, parce que Québec mériterait vraiment mieux que ça. Et je trouve qu'il y a de quoi être inquiet. C'est comme si les grands projets collectifs à Québec, la politique partisane est comme là-dedans, puis que ça nuit beaucoup, en fait. Mais ça, si un Martien venait examiner nos débats depuis 3 ans là-dessus, se disait pourquoi c'est si partisan? Pas juste un Martien, quelqu'un qui est à l'extérieur de Québec, je vous dirais. Non, mais pourquoi ça devient si partisan des projets d'infrastructure? Est-ce qu'il y a un besoin? Des ingénieurs nous disent que oui, voici le meilleur projet. Merci. Pourquoi on est de... Bon, OK. Et je dois parler de la FIC. Grève de la FIC. On va écouter M. Dubé qui s'inquiétait des opérations perdues. Sur 2 à 3 jours, on va perdre à peu près 1000 opérations. 1000 opérations. C'est beaucoup parce qu'on fait environ 1000 opérations par jour. Alors, si je vous dis qu'il nous manque 30 de notre capacité, donc 30 de 1000, ça veut dire qu'on retarde de 3 à 400 opérations par jour. Qui sont non urgentes, mais qui sont quand même des opérations que les gens attendent des fois depuis 6 mois, 1 an. Les infirmières de nuit, on leur offre une augmentation de 17,3 % alors que l'inflation prévue est de 12,7 % pour la même période.
Bon, ça, le négociateur, je pense que vous l'aviez, Alec, aussi à votre émission ce matin. Le vice-président de la FIC qu'on avait tout à l'heure nous dit c'est pas vrai. Là, le gouvernement dit oui, c'est vrai, il nous réécrit. Bref, c'est classique d'une négo. Mais sur le fond, M. Dubé là, veut toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire réduire l'appui populaire de ce mouvement de grève, Christian. Oui, mais là, il est un peu tôt pour ça. Je trouve le chantage sur les opérations, moi, je comprends, mais ça ne me touche pas beaucoup. L'élément que je retiens, c'est ce qui est arrivé hier là, sur le plan économique, parce que je trouve que M. Girard a scoré, il a réussi quelque chose. Parce que c'est vrai que ça arrivait à point nommé. C'est pas totalement un hasard, en fait, qu'on nous apprenne que la situation économique du Québec va beaucoup moins bien. Mais le ministre a une crédibilité incontestable. Je regardais aujourd'hui les réactions, je lisais, et il a convaincu beaucoup de monde. Donc, c'est clair que pour le mouvement syndical, bon, ils ne peuvent pas se limiter à dire qu'ils sont insultés, puis offensés, puis humiliés. Là. Je pense que ce serait peut-être le temps qu'ils arrivent avec une contre-offre. Oui, Alec, le contexte d'hier, en fait, le récit du contexte d'hier change la donne. Oui, puis le gouvernement est conscient que le mouvement de grève est accepté par la population jusqu'à temps que ça les touche. Donc là, pour l'instant, c'est assez théorique. Une petite demi-journée pour certaines écoles, 300 ou 400 opérations. Mais là, on est dans le début. Là. C'est le réchauffement, c'est le hors-d'œuvre. La Fédération autonome de l'enseignement arrive avec une grève générale illimitée à partir du 23. Ça veut dire des enfants à la maison, des enfants qui n'ont pas d'école, il faut s'en occuper, mais il y a aussi des retards peut-être d'apprentissage. Ça va être compliqué pour certains élèves. Et donc, la pression va augmenter sur le gouvernement. Elle va augmenter sur les syndicats aussi. Et ce que Christian Dubé fait, c'est prépare l'argumentaire pour les opérations. Là, c'est une journée, 300-400, ça se gère bien. 2 jours, 1000, ça se gère bien. 3, 4, 5, 10 jours, là, on est rendu à 10 000 opérations qui sont peut-être retardées. Là, il y a du monde qui ont mal aux genoux, puis qui ont mal à la hanche, puis qui ont mal à l'épaule, qui trouvent ça moins drôle. Donc, en fait, on est en train de construire de part et d'autre un argumentaire pour le moment où ça va vraiment être crunchy, là, si je peux utiliser l'expression, début décembre. C'est là qu'on va être dans le vif du sujet. Donc, chacun, pour l'instant, prépare son argumentaire. Éric Girard a donné un coup de main à Sonia Lebel hier. Les syndicats ont répliqué. On est là-dedans présentement. Mais effectivement, Christian, vous avez raison de le souligner. Hier, les chiffres d'Éric Girard, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre, mais il a dit une chose très claire, c'est qu'on n'est pas dans... On n'est pas il y a 2 ans où il y avait des surplus énormes, où effectivement l'argumentaire syndical aurait été plus facile à faire auprès du gouvernement. Marie, la situation n'est pas la même, objectivement. Là. Non, et comme dit Alec, on a un peu placé les pions. Le message au syndicat, c'était oui, mais la contre-offre ne sera pas 3-4 fois plus élevée. Elle ne l'aurait pas été de toute façon, mais la contre-offre aura aussi ses contraintes. Je pense que ce qui joue contre le gouvernement en ce moment, dans son rapport de force face aux syndicats, c'est que l'empathie, je vous dirais, de la population n'est pas la même que dans des négociations passées, selon moi. Après 2 ans de pandémie, il y a beaucoup de gens qui pensent que les infirmières méritent des meilleures conditions de travail. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'avoir les enfants à la maison, bien, je l'ai fait pendant 6 mois pendant la pandémie, c'est pas si grave que ça, quelques mois de plus. Ou qui se disent, de toute façon, j'ai pas accès au réseau de la santé. Donc, je pense que le point de bascule, et oui, il va arriver à un moment donné, comme dit Alec, mais je pense qu'il va peut-être être un petit peu plus tard de par ce contexte-là qui est quand même différent. Mais l'argument des 10 000 chirurgies, moi, je pense qu'il a le potentiel de rester dans la tête des gens. Oui, parce que selon la presse, il y a 13 900 personnes qui attendent une chirurgie depuis 1 an, encore plus qui attendent depuis plus longtemps. Si ce chiffre-là augmente à chaque fois qu'il y a 2 jours de grève, ça devient des conséquences plus tangibles que, par exemple, avoir les enfants à la maison. Je ne dis pas que c'est idéal, mais avoir les enfants à l'école comme on l'a eu, on l'a vécu, on est passé à travers. C'est les grèves, oui. OK. Christian, vous vouliez dire un mot? Bien, la grève, c'est comme l'arme nucléaire. Hein? C'est l'argument de dissuasion. Il faut l'utiliser le moins possible. On en parle, on brandit la menace, mais quand ça devient concret, comme mes collègues ont dit, ça devient complètement autre chose. On va regarder le calendrier, parce que là, c'est très concret pour les gens. Et on rappelle, il y a un front commun qu'on n'avait pas vu depuis 1983. Envers, c'est le front commun, donc 21, 22, 23. La FAE, dans le système d'éducation, eux, c'est illimité à partir du 23. Là. C'est pas 2 jours, c'est limité. Et on a la FIC a ajouté le 23-24 novembre, les infirmières et les inhalothérapeutes. Alors, voilà, à suivre. Mais ça négocie encore. Ce n'est pas bloqué aux tables. C'est ce qu'on nous dit, évidemment, des 2 côtés.
Je m'en vais à Ottawa. M. Trudeau, on l'écoute, qui, ce matin, on va écouter un petit extrait, mais il a été son plaidoyer était plus émotif, je dirais, pour une trêve humanitaire et pour qu'on calme le jeu sur les campus, les attaques haineuses de part et d'autre au Canada. On écoute d'abord sur la trêve humanitaire. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour une pause humanitaire significative qui va nous permettre de libérer les otages juifs, qui va nous permettre de continuer à sortir les citoyens des pays internationaux de Gaza. Donc, le Bloc québécois se range à la demande formulée par pas mal de gens d'un cessez-le-feu. Que je sois un civil palestinien qui a peur de recevoir une roquette ou que je sois une famille, pas palestinien, israélien, ou que je sois une famille palestinienne à Gaza, les mots de Justin Trudeau un matin ne m'aident pas. On maintient notre position qu'Israël doit se défendre, mais en même temps, on est d'accord pour qu'il y ait des zones humanitaires, des corridors humanitaires, qu'on accélère les processus et les discussions pour permettre aux Canadiens d'évacuer Gaza le plus vite possible. Mais pas de cessez-le-feu. On n'est pas rendu là. Non. Donc, les conservateurs, on a mis le Bloc et les conservateurs pour vous montrer que les conservateurs et les libéraux sont sur la même page, enfin, comme Londres, comme Paris, comme la Grande-Bretagne, comme Washington, pardon. Marie, M. Trudeau n'est pas prêt à faire ce pas-là, mais demande, si je peux dire, avec plus d'insistance, des vraies pauses humanitaires. Avec plus d'insistance, mais à peine. OK. La semaine dernière, il était à Washington. Il a réitéré le droit d'Israël de se défendre en disant qu'il ne faut pas que ce soit la population palestinienne au complet qui en paie le prix, par contre. Mais peut-être que je prends de l'avance sur le prochain sujet adjacent, mais en faisant cet appel au calme, M. Trudeau, depuis un mois, essaie vraiment d'apaiser les deux côtés, mais finalement n'apaise personne en étant très, très, très prudent. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de critique de l'ampleur de la réplique d'Israël. On confirme le droit d'Israël de se défendre, mais on ne nuance pas de quelle façon Israël peut se défendre. Donc, on demande des pauses humanitaires, mais au fait que M. Netanyahou a essentiellement dit pas question, ça, on n'en prend pas acte. On fait juste continuer de demander des pauses humanitaires de façon plus polie. Je dirais que, par exemple, l'ONU, et je pense que c'est ça qui laisse personne insatisfait. Et si je peux m'avancer sur le climat, vous voulez qu'on attende... Non, allez-y, parce que ça va être la dernière fois. C'est maintenant ou jamais, je saisis la Marie. chance. Oui, bien... C'est vrai que M. Trudeau était plus émotif qu'on l'a vu jusqu'à présent. Et pour cause, au sein de son caucus aussi, on le voit dans la société, mais au sein de son caucus aussi, c'est très, très, très tendu. Et quand j'ai demandé au SPVM la semaine dernière les chiffres, on est rendu à 24 crimes haineux contre la communauté juive à Montréal, 8 crimes haineux contre la communauté arabe ou musulmane. Dans l'année entière de 2022, c'était 50. Donc, il y a effectivement une explosion des tensions, mais en essayant de ménager la chèvre et le chou, finalement, je pense que plus le temps passe, plus ces deux communautés-là sont à fleur de peau et exacerbées de voir que la situation ne s'améliore pas pour les otages ou pour les Palestiniens. Christian, vous comprenez la logique canadienne de ne pas demander un cessez-le-feu? Oui, je comprends très bien, parce que demander un cessez-le-feu, c'est laisser tomber Israël. Ce serait perçu comme ça. Bon, mais quand on demande une pause, ça peut être un cessez-le-feu temporaire, puis ça peut à un moment donné se prolonger, mais actuellement, c'est qu'Israël est coincé, c'est un piège énorme, Gaza. Bon, Israël veut abattre Hamas, on peut le comprendre, parce que c'est une organisation barbare, terroriste, mais en même temps, est-ce que c'est possible de le faire? Puis en le faisant, on tue beaucoup de civils palestiniens, donc personne ne peut gagner là-dedans. Mais c'est clair que le mot cessez-le-feu, le concept cessez-le-feu, c'est la ligne qu'on ne doit pas dépasser, à mon avis. Alec. Sinon, c'est laisser tomber Israël, en fait. Alec. Oui, en fait, je pense pas que le poids du Canada est très important dans la région. Alors, si Justin Trudeau peut dire pas mal ce qu'il veut, si Washington n'est pas capable de faire plier Israël pour avoir des pauses humanitaires un petit peu plus substantielles, je pense pas que ce que Justin Trudeau pense a une grande importance. Donc, c'est vraiment à Washington de faire pression sur Israël pour changer sa tactique, parce que
pour que le Canada fasse quoi que ce soit. Désolé pour Justin Trudeau, mais je pense pas que personne s'en préoccupe particulièrement. Et il y en a des pressions de Washington off et on, comme on dit, mais voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci. On a été un peu bousculés par le tramway de Québec. À demain.